Donc, pour regarder qu'est-ce qui se passe dans l'examen final, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le plan de cours de la session. On va repasser sur chacun des éléments, savoir qu'est-ce qu'on a su avec ça, c'est quoi les fondements qui viennent avec, puis c'est quoi les genres de questions que je peux vous poser par rapport à ça. Donc si les éléments de matière sont un peu disparates, l'ordre de cours, moi je l'ai raffiné par rapport à ce qui est dans le plan de cours. Tous les éléments sont là, c'est juste qu'on n'a possiblement pas vu les choses dans exactement le même ordre qu'on avait vu, qui est présenté ici. Mais le principe, c'est qu'on a tout vu ces affaires-là, puis on est capable de travailler là-dessus. Donc, dans les premiers, ben là, ici, on a juste les affaires de base qu'on a vues durant le premier cours. Là, donc, le principe des types primitifs, donc tout ce qui sont les types qui ont des minuscules comme des int, puis des double, et ainsi de suite. Donc, le principe de variable, le principe de constante avec des éléments statiques dans la classe. On a vu le principe de conversion de type, donc d'avoir le nom du type entre parenthèses avant pour le convertir. Bon, on a vu les différents opérateurs, on a vu les structures de contrôle, donc le fs, le while, le do while. On a vu les entrées-sorties, fait que ça de savoir comment utiliser le scanner, de savoir comment faire une saisie à l'intérieur, d'être capable de faire des affichages avec le system out. On sait aussi qu'on a la méthode toString qui peut être appelée automatiquement à partir de différents objets pour faire de l'affichage. Puis ça, les noms de programmation, c'est plus par rapport à ce que vous avez fait dans vos devoirs. Ça ne sera pas demandé durant l'examen. En passant, c'est ça, il n'y aura pas de commentaires qui sont demandés durant l'examen, puisque c'est juste 3 heures. On n'a pas exactement le temps de vous demander toute la documentation. Donc seulement l'exécution va être regardée. Donc, après ça, on a vu le principe fondamental des classes. Donc, on a des classes qui sont des descriptions des éléments, on a des objets qui viennent à l'intérieur, qui vont être des instances de la classe. Quand je définis la classe, je peux avoir différentes variables d'instances, différents membres, puis on a différentes méthodes qui sont les actions que la classe peut prendre. Donc, si on regarde dans le paradigme d'orienter objet, c'est quoi les informations qu'il faut savoir. Donc, on a le principe de surcharge puis de redéfinition qui vient du polymorphisme. Donc, le override, c'est quelque chose qu'on utilise souvent, puis c'est assez facile à remarquer parce que quand on l'utilise, on a directement le mot-clé @override qui permet de modifier une méthode sur une redéfinition de classe. L'overload, c'est un autre principe de polymorphisme. Le polymorphisme, c'est de changer la forme des choses. Poly, plusieurs, morphisme, la forme. Donc, le principe, c'est que quand j'ai la méthode qui a un nom, puis qu'une autre méthode a le même nom, mais des différents paramètres d'entrée, Java est capable de traiter ça, puis de regarder, ben, puisque tu as fait un appel avec tel paramètre, c'est donc telle méthode que tu regardes, puis c'est ça qu'on appelle l'overloading. Donc, ces deux affaires-là, c'est ce qu'ils appelle le polymorphisme, puis c'est des choses qui se font presque automatiquement. On a ensuite les différents modificateurs d'accès. Donc, une grosse partie de la gestion des objets, c'est de savoir qui a le droit d'accéder à quoi, à quel moment. Donc, que ce soit les méthodes, que ce soit les variables d'instance, on y donne un préface, on met un préfixe de modificateur d'accès. Public fait en sorte que c'est disponible pour tout le monde, incluant les éléments qui sont à l'extérieur de la classe. Private, c'est l'inverse, ça devient privé à la classe courante. On a aussi le protected puis le package qui est disponible, mais le public-private, c'est sûr qu'on utilise le plus souvent. Ensuite, on a le principe du constructeur. Donc, quand on a une classe, on peut avoir une méthode constructeur qui va être appelée avec le mot-clé new pour être capable de créer des nouvelles instances de la classe. Le constructeur peut avoir différents paramètres, puis le constructeur a toujours comme nom de méthode le nom de la classe elle-même. Aussi, c'est la seule méthode qui n'aura pas de retour. On a le this, donc le principe de faire une référence à soi-même. Donc, quand on utilise les variables d'instance,
on peut, quand on veut utiliser la variable d'instance, il faut faire référence à la variable d'instance de l'objet courant. Donc on peut utiliser le mot-clé this, puis être capable de représenter la référence courante. C'est implicite, donc si tu le mets pas, on peut juste tout simplement mettre le nom de la variable d'instance, puis on n'a pas besoin de travailler de plus avec ça. Évidemment, si on a d'autres variables locales, que ce soit des paramètres d'entrée ou une variable locale que j'ai directement faite, on est capable de... il faut utiliser le this pour être capable de représenter cet élément-là par rapport. Fait que souvent dans les constructeurs, quand le nom des paramètres d'entrée vont avoir le même nom que le nom de la variable d'instance, il va falloir utiliser le this pour être capable de l'utiliser. Une autre utilisation du this, c'est quand je suis dans un constructeur, puis que je veux appeler une autre version du constructeur. Je peux aussi utiliser le this comme une méthode qui me permet d'appeler la méthode sans savoir le nom de la classe elle-même. Okay. Pourquoi c'est comme ça? C'est pour des raisons surtout de pas de généricité, mais de spécialisation, qu'on va revoir plus tard. Puis c'est pas mal ça pour le this. Après ça, quand on travaille avec nos variables d'instance, on s'était dit que les variables d'instance, par défaut, c'était privé. Donc ça nous permet de cacher l'implémentation à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait pour aller utiliser ces différentes variables d'instance-là? C'est qu'on va avoir des mutateurs puis des accesseurs. Donc, on a le principe de get et de set. Donc, c'est des principes qui sont des fondements de la programmation orientée objet en Java, tellement que IntelliJ nous permet de le faire automatiquement directement dans son interface. Donc, on a des méthodes qui commencent avec le mot-clé get, qui me permet d'aller chercher de l'information, donc des méthodes qui vont retourner notre élément. Puis, on a les sets qui permettent d'avoir comme paramètre d'entrée une nouvelle valeur qui va être assignée à l'objet courant. On a le destructeur, le finalize. C'est pas quelque chose qu'on a utilisé, mais ça peut être une méthode qui permet de gérer la destruction de l'objet. Donc, c'est pas quelque chose que nous on a vu, là, mais ça existe. On a le principe de statique. Donc, le principe de statique, c'est des informations qui vont se retrouver au niveau de la classe comme étant un élément tangible de mon programme, plutôt que dans les instances, dans les objets. Donc, toutes les choses qui sont statiques, c'est des choses qui existent une seule fois, puis qui vont exister au niveau de la classe, au niveau de la recette elle-même. Donc, on peut avoir des constantes qui sont dans la classe statique. On peut aussi avoir des méthodes statiques, donc des méthodes qui n'ont aucun effet ou qui n'ont besoin aucunement de l'objet lui-même, peuvent être définies comme étant statiques. La méthode statique qu'on connaît le plus, c'est la méthode main, qui est la méthode initiale qui va être exécutée quand on part notre programme. On a les commentaires Javadoc, encore une fois, c'est plus pour les devoirs. On avait vu que quand tu commences par un / étoile, tu peux mettre des descriptions avec les différents paramètres et ainsi de suite. On a le principe de package en Java, donc on peut avoir ici une hiérarchie comme de dossiers qui me permettent de spécifier où est ma classe exactement. Puis quand vient le temps d'utiliser cette classe-là ailleurs, ou quand vient le temps d'utiliser une classe qui vient de quelque part d'autre, il faut spécifier le package correctement pour être capable de l'utiliser. Fait que nous autres, dans les librairies qu'on utilise, les librairies arrays, les librairies math et string, on import java.util.arrays ou java.lang.math et ainsi de suite pour être capable de les utiliser comme on en a besoin. OK. Ensuite, fait que ça ici, question possible qu'on peut vous demander, ça sera pas, il n'y aura sûrement pas une question juste directement sur la création d'une classe tout seul boboche. On va l'intégrer avec d'autres questions, d'autres concepts d'éléments plus loin. Donc on a juste le principe de faut être capable d'écrire une classe, faut être capable de créer des instances de la classe, faut être capable de manipuler des instances des objets de la classe avec tous ces différents mécanismes-là. OK, on a vu les principes des tableaux, donc des tableaux statiques au début de la session.
avec des types primitifs ou sinon des tableaux d'objets. Donc, être capable de déclarer des tableaux, soit de type primitif, des tableaux d'objets, être capable de les remplir, être capable d'aller chercher les informations à l'intérieur. Et il faut être capable on avait passé un cours sur les différents algorithmes. Donc, être capable d'identifier puis d'être capable de reconnaître les différents algorithmes de tri. Nous autres, on en avait 3 qu'on veut savoir. Donc, si vous retournez sur le lien du site qu'on avait regardé ensemble, il y en avait plusieurs autres. Mais ça, c'est les 3 sélections, insertion et tri à bulles. Nous autres, on avait aussi vu rapidement le merge sort, là, mais il n'y aura pas de questions sur celui-là. Mais ça se peut qu'on vous demande soit de faire un exemple d'algorithme de tri, ou sinon de regarder un code et être capable de le patcher s'il y a un problème ou des choses comme ça. On avait vu les algorithmes de fouille. Il y en a 2 principales, le linéaire, hein, fait tu fais juste parcourir le tableau, quand tu trouves quelque chose, tu colles son canada. Puis la fouille binaire ou dichotomique qui permet de partir du milieu. Hein, on se souvient, on avait trouvé les bornes, puis là on retrouvait le milieu, puis là on déplaçait la borne, puis on retrouvait le milieu, et ainsi de suite. Donc, être capable de travailler avec des algorithmes de tri, des algorithmes de fouille, ça se peut que ça se retrouve à l'examen. Ensuite, on commence avec les différentes collections possibles. Donc, les différentes collections possibles, on en avait vu quelques-unes, puis on les avait utilisées dans l'implémentation de notre premier devoir. Donc, il faut être capable de travailler avec les algorithmes pour représenter une pile. Donc, on avait le principe de stacker des choses, de regarder le top et d'être capable. On a le principe de fil aussi, qui est le même principe, c'est juste que les choses qui rentrent, c'est les premières choses qui sortent. Hein? Fait que le LIFO, c'est le last in, first out. Puis la file, c'est le first in, first out. On avait vu aussi le principe de list plus tard avec les array lists. Donc, être capable de travailler avec les implémentations de collection des types de données abstraites. Nous aussi, on avait vu le principe de, je sais pas, il est marqué où, ouais, c'est des listes chaînées, hein, donc des linked lists qu'on avait vu. Donc, avec ça, on devrait être capable de travailler là-dessus. On avance, donc être capable de travailler avec la liste chaînée. Cela, ça va bien. On a, bon, la pile puis la file implémentée de manière dynamique, hein, qui est qu'est-ce qu'on avait fait dans le premier devoir. Donc, être capable de représenter ça avec. Ici, on a aussi le principe de inner class, hein, qui est quelque chose qu'on a vu dans les implémentations de piles et de dans l'implémentation de la liste chaînée qu'on a faite dans le devoir 1. Une autre chose qu'on a vu dans les classes internes, c'est quand on a fait les actions dans notre swing. Hein, on avait une classe qui était comme juste directement à l'intérieur de notre classe pour être capable de gérer ça de manière facile et conviviale. Donc, on avait le même principe dans les listes chaînées avec les nœuds, hein, qui étaient reliés avec la tête de chacun des autres. On a vu les class wrapper. En fait, quand on avait parlé des tableaux d'objets, on avait parlé que quand on avait un tableau d'éléments qui sont des entiers et ainsi de suite, on peut utiliser, quand on avait le array list, pardon, de type primitif, le array list est juste capable de contenir des objets. Donc, il fallait spécifier une classe qui allait représenter notre type primitif. Donc, on avait vu qu'il y avait des classes avec des lettres majuscules qui vont représenter chacun des types primitifs. Puis après ça, Java s'arrange à tout gérer pour que ça marche quand même. Puis être capable de l'utiliser comme si c'était un type primitif. Bon, ok, on a ceux-là. Les implémentations, ça va bien. On a ici, qu'est-ce qu'on avait vu sur les gestions d'exception. Donc ici, faire attention parce que c'est quelque chose qu'on a vu assez tard, puis ça ne s'est pas retrouvé dans le devoir.
Donc, je vous conseille d'aller retourner voir les exemples par rapport à ça pour être capable de créer une classe de type d'exception, puis d'être capable de faire la gestion de cette exception. Excellent. Parfait, parfait, parfait. Ça c'est bon, ça c'est bon. Fait qu'ensuite, on a vu les principes avancés de la programmation orientée objet. Donc, on parle ici de l'héritage. Donc, quand on a une classe qui est générale, puis qu'on veut spécialiser la classe, on va être capable d'avoir une extension de la classe, donc un enfant par rapport à la classe mère, qui va spécialiser, qui va hériter tous les éléments de la classe générale, de la classe mère, de la classe plus haut. Donc, on a vu ce principe-là, que c'est là qu'on peut utiliser le override. On a vu les principes de extend, c'est ça qui nous permet de créer la classe en dessous. On a vu l'utilisation du mot-clé super qui me permettait d'appeler des versions de la classe générale. Puis on avait vu que le but de ça, c'était une meilleure compatibilité. Fait que si j'ai des versions de méthodes qui prennent des versions générales, ils vont aussi être capables de prendre des versions spécialisées automatiquement. Donc, on peut spécifier des éléments par héritage. On a aussi le par composition, ce qui est des choses qu'on a faites dans le deuxième devoir. Hein, quand on veut, dans notre plan de jeu, avoir un joueur, quand on a dans notre plan de jeu, avoir les différents équipements, on ajoute par composition. Donc, on a une variable d'instance qui représente l'élément additionnel que je veux ajouter, qui va être capable de faire les actions qu'on a besoin. C'est pas mal ça pour les extensions. Donc, on a parlé de polymorphisme. Donc, quand je parlais d'avoir différents noms de méthodes avec les différents éléments, c'est ce qu'on avait derrière ça. Puis finalement, on a les interfaces graphiques qui vont avoir les éléments qu'on a besoin. Donc, pour l'interface graphique, on avait vu le principe qu'on a le frame. Dans le frame, c'est notre fenêtre. On avait différents éléments, habituellement des JPanel qui allaient à l'intérieur, qui allaient être placés. Pour placer les différents JPanel à l'intérieur, on a parlé du Layout Manager, qui me permettait de gérer comment bien placer les différents éléments. Puis à l'intérieur, après ça, des JPanel, je pouvais mettre différents contrôles qui me permettaient d'avoir de l'affichage sur un texte, sur une image, sur pas mal toutes les choses qu'on pourrait vouloir avoir dans une interface. Donc, j'ai ici le principe de notre interface. Puis, oui, ça, on avait aussi la gestion d'événements, hein, qui me disait que quand on clique sur un bouton, quand on clique à l'intérieur de quelque part, ça va générer un événement. Puis, on peut utiliser une inner class, hein, qui va être une version étendue de notre button listener, je me souviens bien, je me souviens plus du nom, là. Puis, qui à l'intérieur, on surcharge, on override la méthode action performed. Fait que, avec ça, ça nous permet de rajouter de la fonctionnalité qui va être exécutée dans notre programme. Fait que si on regarde les genres de questions qu'on peut vous poser à partir de là. Donc, pour les classes elles-mêmes, donc évidemment, quand on va vous demander de créer une classe, on va vous demander de travailler avec les principes fondamentaux, mais sûrement dans un problème où c'est qu'il va y avoir aussi d'avoir de l'héritage, okay, de la composition, pour être capable de travailler avec ça. Excellent, ça c'est bon. On a ça. Fait que si, mettons, on aurait une question, c'est qu'on donnerait un diagramme avec différentes classes, puis on dirait, ben, j'ai besoin d'avoir telle classe qui fait telle chose, ça c'est la version générale, on a telle classe qui fait telle chose, ça c'est la version spécialisée, il y a telle méthode dans chacun, puis il faut écrire le code qui va être capable de gérer ça.
pour le principe de collection. Donc, il faut être capable d'utiliser les différentes collections. Donc, si je te dis utilise l'implémentation d'une liste chaînée pour être capable de gérer l'ajout de différents éléments, l'insertion dans le milieu et ainsi de suite, être capable de rajouter possiblement des fonctionnalités à ces éléments-là. Donc, être capable de travailler avec les implémentations des différentes collections. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Pour les interfaces, on va vous donner habituellement une image de quelque chose qu'on veut. Donc, une image d'une interface déjà préfaite, puis ça va être à vous de recréer cette interface-là avec du code. Donc, de recréer le JFrame, de recréer les panneaux, les boutons, d'avoir le bouton qui vient avec tout ça. Je pense que c'est pas mal ça qui fait le tour. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'exercices, vous pouvez aller sur le site du cours. Donc, il y a 2 sections préparatoires. Nous, puisqu'on avait juste eu un intra, hein, ça couvrait juste la partie de la partie 1. Fait que vous pouvez aller faire les questions de révision de la partie qui couvrait l'ancien intra 2, puis le final. Okay, parce que nous, l'examen est récapitulatif. Fait que vous pouvez ici aller dans les sections examen, aller chercher intra 2, les sections finales, puis il y a des questions additionnelles que vous pouvez aller travailler pour être capable de vous peaufiner, pour être capable de vous préparer à l'examen final. Donc, ces questions-là sont un peu faciles, okay? C'est juste pour vous démontrer les principes fondamentaux des genres de questions qui peuvent être posées pour vous préparer à l'examen final. Excellent.